Pendant un an, chaque tableur qui justifiait 750 milliards de dollars de data center reposait sur un pari. Ni sur les modèles, ni sur la demande, mais sur une seule chose, que l'argent resterait bon marché. Le 17 juin, le nouveau patron de la Fed l'a retourné. Épisode taux d'intérêt et IA, le build-out à l'épreuve. Chapitre 1, le coup de barre de Warsh. Il n'a pas touché au taux, et pourtant, ce jour-là, il a déplacé le sol sous les pieds de toute l'industrie. Mercredi 17 juin 2026, première réunion de Kevin Warsh comme président de la Réserve fédérale américaine. Sur le papier, rien ne bouge. Selon le relevé du comité rapporté par Fox Business, les taux directeurs restent dans leur fourchette 3,5 à 3,75%. Par un vote unanime, 12 voix contre 0. Un communiqué de routine, on dirait. Sauf que Warsh fait deux gestes qu'on ne lit pas dans le titre. D'abord, il supprime la Forward Guidance, ces phrases par lesquelles la Fed annonçait d'avance la direction des taux. Depuis un an, le marché vivait sur une promesse implicite. L'argent allait redevenir moins cher, les baisses allaient s'enchaîner. Cette promesse, Warsh la retire sans la remplacer. Et il laisse chacun face au brouillard. Et il n'arrive pas neutre. Connu de longue date comme un faucon, il s'était opposé, durant la décennie précédente, aux politiques d'argent facile. Début juin encore, les marchés à terme pariaient 2 ou 3 baisses d'ici décembre. En quelques heures, ils se sont mis à parier l'inverse, une remontée possible dès octobre. Ensuite, il y a le dot plot. C'est le nuage de points où chaque membre du comité place, de façon anonyme, sa prévision de taux pour la fin de l'année. En mars, le point médian disait 3,4%, soit une baisse en vue. En juin, il dit 3,8%. La médiane vient de basculer d'une baisse vers une hausse. Selon StockTitan, 9 des 18 membres anticipent désormais au moins une remontée avant décembre. Et voici le chiffre qui pince. La prévision d'inflation pour 2026 grimpe de 2,7 à 3,6%. Près d'un point de plus en 3 mois sur fond de tensions géopolitiques autour de l'Iran. Détail qui dit tout. Warsh, lui, n'a pas posé son propre point sur le graphique. Le pilote refuse d'indiquer le cap et laisse la cabine deviner. Les marchés, eux, ont compris tout de suite. Le jour même, le S&P 500 cède 1,2% et le Nasdaq 1,3% selon CNBC. Maintenant, imaginez le directeur financier d'un grand groupe qui lit cette dépêche entre deux réunions. Il a, sur son bureau, un plan d'investissement en data center étalé jusqu'en 2030. Pour un opérateur obligataire, l'annonce de Warsh, c'est l'actualité du jour. Ce directeur financier, lui, sent le sol bouger sous son plan. Parce que tout son plan repose sur un postulat de coût de l'argent, et que ce postulat vient de se fissurer en silence. La question n'est donc plus de savoir si l'IA tient ses promesses techniques, mais si elle les tient au nouveau prix de l'argent. Chapitre 2. L'IA, un actif de très longue durée. Un data center ressemble plus à une obligation à 30 ans qu'à une usine, et ça change tout quand les taux montent. Reprenons ce data center, vous signez aujourd'hui pour des hangars entiers de puces et le courant qui va avec, et vous payez tout maintenant. Les revenus, eux, n'arrivent que plus tard, en 2028, 2030, parfois au-delà. En finance, ce profil porte un nom, un actif de longue durée. Toute sa valeur loge dans des promesses lointaines. Pour comparer une dépense d'aujourd'hui à un gain de demain, on ramène ce gain à sa valeur présente. C'est l'actualisation. On divise le flux futur par un taux, le taux d'escompte. Plus ce taux est élevé, moins l'avenir pèse lourd dans le tableur. Prenons 1 dollar de revenu attendu dans 10 ans, actualisé à 1%, il vaut encore 90 centimes d'aujourd'hui. Montez le taux à 5% et il tombe à peine au-dessus de 60 centimes. Le même dollar, la même année, près d'un tiers de sa valeur, évaporé par le seul mouvement du taux. Voilà ce qu'est la duration. Un data center se comporte comme une obligation très longue, splendide quand les taux baissent, douloureux quand ils montent. Or l'échelle donne le vertige. D'après Futurum et les analyses de Goldman Sachs, les 14 plus gros opérateurs de data center visent près de 750 milliards de dollars d'investissement en 2026, contre environ 450 l'an dernier, près de 2 tiers de plus en une seule année. Les 5 géants du cloud, à eux seuls, devraient dépasser 600 milliards, plus d'un tiers au-dessus de 2025, selon CreditSights. Et ce capital pèse de plus en plus dans les comptes. L'intensité d'investissement, la part du chiffre d'affaires réenglouti en dépenses lourdes, atteint 34% chez ces 5 géants. C'est plus du double du pic de la bulle Internet des années 90, qui plafonnait autour de 15%. Une installation taillée pour l'IA revient aujourd'hui à 15 ou 20 millions de dollars le mégawatt, selon les estimations du secteur, loin devant un cloud classique. Et les puces qu'on y entasse se déprécient à toute allure, chaque génération dévaluant la précédente. Tant que tout sortait de la trésorerie, on pouvait fermer les yeux, mais le financement glisse vers la dette. Selon une étude de la Fed de Dallas, les géants du cloud ont levé 108 milliards de dollars d'emprunts rien qu'en 2025, et l'on attend autour de 300 milliards d'émissions de première qualité pour la seule année qui vient. Chaque milliard emprunté a un prix,
Et ce prix porte un nom, le taux. Et cette dette n'est pas éternelle. Il faudra la refinancer dans quelques années, peut-être à un taux plus élevé que celui d'aujourd'hui. La facture d'intérêt ne fait que commencer. Voilà pourquoi le geste de Warsh n'est pas une abstraction de banquier. Quand la courbe se retourne, deux mouvements se déclenchent ensemble. Le coût de la dette qui paye les puces monte, pendant que la valeur actualisée des revenus de 2030 baisse. La même pince se referme des deux côtés, sur le même pari. Et cette pince, on l'a déjà vue se refermer, 2 fois. Chapitre 3, 2000 et 2022. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et elle rime ici avec un mot, duration. Première rime, l'an 2000, la Fed d'Alan Greenspan relève ses taux 6 fois entre le milieu de 1999 et le printemps 2000, de 4,75 à 6,5%. À ce moment précis, la planète Tech finançait un autre chantier d'infrastructure, le réseau de fibre optique. Des dizaines d'entreprises tiraient des câbles partout, à crédit, sur la promesse d'un trafic Internet qui doublerait tous les 3 mois, indéfiniment. L'histoire était belle et largement vraie sur le fond, mais quand l'argent est devenu cher, la promesse a cédé. Global Crossing, qui avait englouti des milliards dans ses câbles sous-marins, fait faillite dès 2002. WorldCom s'effondre dans la foulée. Et il reste une surcapacité de fibres si massive qu'elle dort des années, allumée par personne. L'infrastructure était bien réelle, le financement, lui, supposait de l'argent gratuit. Avance rapide jusqu'en 2022. La Fed remonte ses taux à marche forcée pour casser l'inflation d'après-pandémie. Et là, on observe en direct ce que les financiers appellent le choc de duration. Les actifs dont les promesses sont les plus lointaines chutent les premiers et le plus fort. Concrètement, la tech non rentable et les sociétés entrées en bourse sur un simple récit corrigent violemment, non parce que leur histoire avait changé, mais parce que le taux qui actualisait leur futur avait changé. Rien n'avait bougé dans le présent, c'est la valeur de l'avenir qui s'était effondrée. Certains paniers de technologies spéculatives ont perdu plus de la moitié de leur valeur en une seule année, là où les grands indices ne cédaient qu'une fraction. Ces valorisations avaient été gonflées par des années d'argent quasi gratuit. Le retour des taux les a dégonflés d'autant. Retenez bien la mécanique parce qu'elle est contre-intuitive. Dans un choc de taux, ce n'est pas le plus fragile qui tombe d'abord, c'est le plus lointain. Celui qui promet le gain le plus éloigné dans le temps. Et aujourd'hui, l'actif le plus lointain de tous, celui qui réclame le plus de capital maintenant pour des revenus le plus tard, c'est justement l'infrastructure de l'IA. Le profil exact qui a souffert en 2000 et en 2022. La tentation serait alors de conclure que l'histoire va se répéter, qu'il suffit d'attendre le crack et de ramasser les morceaux. Ce serait aller trop vite. Parce que cette fois, un détail change tout, et il joue en sens inverse. Chapitre 4. À l'épreuve des taux ? Et si les vrais bâtisseurs n'avaient justement presque pas besoin d'emprunter ? Voici l'objection sérieuse, celle qu'un bon investisseur posera aussitôt. Les sociétés qui portent l'essentiel du chantier ne sont pas des jeunes pousses fragiles vivant à crédit. Ce sont des machines à cash. Des géants comme Microsoft ou Google dégagent des dizaines de milliards de profits chaque trimestre. Une bonne part de leur investissement sort de la trésorerie d'exploitation, pas du marché obligataire. Pour eux, un taux à 3,8% reste historiquement modéré. On a connu bien pire dans les années 2000. Et surtout, l'IA n'est pas un pari qu'on coupe quand le crédit se tend. C'est une course stratégique. Lâcher l'investissement en pleine bataille, c'est offrir le terrain aux concurrents et aucun de ces dirigeants ne veut être celui qui aura ralenti au mauvais moment. La demande, ajoute-t-il, est inélastique. Une entreprise qui a bâti son produit sur un modèle ne le débranche pas parce que la Fed a haussé un sourcil. À ce compte-là, le chantier serait à l'épreuve des taux et le coup de barre de Warsh ne serait qu'une ride à la surface. Nuançons, pourtant, car la vérité se loge dans la couture entre deux mondes. Il y a le cœur et il y a la frange. Le cœur, ce sont ces géants autofinancés, assez robustes pour encaisser un cycle de taux sans plier. La frange, c'est tout l'écosystème greffé autour, qui lui vit de l'argent des autres. Les néo-clouds, ces loueurs de puissance de calcul achetés à crédit, dont les marges fondent dès que la dette coûte plus cher. Certains portent déjà des dizaines de milliards de dettes adossées à leurs puces, sur des contrats de quelques années à peine, un édifice qui ne tient que si le refinancement reste accessible et bon marché. Ajoutez les montages de crédits privés adossés à des puces qui se déprécient vite et les introductions en bourse valorisées sur des flux attendus très loin dans le temps. Cette frange-là respire au rythme exact du coût du capital.
Pour elle, le coup de barre de Warsh n'est pas un sourcil qui se lève, c'est un étau qui se serre. La bonne lecture n'est donc pas binaire. Ce qui compte n'est pas de savoir si tout va tenir ou tout va tomber, mais où passe la ligne de faille entre le cœur qui absorbe le choc et la frange qui le subit. Et il y a un piège supplémentaire. Le cœur et la frange sont liés. Si les géants louent une part de leur capacité à ces néo-clouds fragiles, la fragilité de la frange finit par remonter dans les comptes du cœur. La ligne de faille, en ce moment précis, se redessine sous nos yeux. Reste à savoir ce qu'un décideur lucide observe pour la voir bouger. Chapitre 5. La grille du décideur. On ne vous donnera pas de date de retournement. On vous donnera mieux où poser les yeux. Première règle, et elle est sévère, on lit les prix, on ne les prédit pas. Personne ne sait dater un retournement et celui qui prétend le faire vend du vent. En revanche, on peut repérer les bons cadrans. Le premier, c'est le crédit privé. Quand un prêteur exige davantage pour financer des puces, c'est qu'il doute de leur valeur de revente et cette défiance se lit dans les marges de crédit bien avant d'apparaître en bourse. Surveillez l'écart entre ce que paie ces montages et la dette d'État de même durée. Il est le thermomètre le plus honnête du moment. Vient ensuite la fenêtre des introductions en bourse. Si elle se referme ou si les valorisations se rabotent en cours de route, c'est le marché qui révise tout bas son taux d'escompte sans le dire. Le signal le plus profond, lui, se niche dans les comptes des géants eux-mêmes au partage entre dette et trésorerie. Tant que l'investissement sort de la trésorerie, le cœur tient. Le jour où il faut emprunter beaucoup plus pour le même plan, le profil de risque a changé de nature, même si le plan, lui, n'a pas bougé d'une ligne. Guettez aussi la valeur de revente des puces d'occasion. Le jour où une génération entière se brade, c'est tout le calcul d'amortissement du chantier qui vacille, parce qu'un actif qui se déprécie plus vite que prévu coûte, lui aussi, plus cher à financer. Et au-dessus de tout cela, bien sûr, les prochaines réunions de la Fed. Le dot plot de juin est une projection, pas une décision. Si l'inflation reflue, peut-être avec une détente géopolitique, Warsh peut redevenir accommodant et la pince se dessert. S'il confirme, elle se referme un cran de plus. La vraie clé de lecture, la voici. Pendant 2 ans, le débat sur l'IA a porté sur une question interne. Les modèles sont-ils assez bons, assez rapides, assez sûrs ? Le 17 juin a rappelé qu'il existe une question externe et qu'elle peut peser plus lourd encore. L'argent reste-t-il assez bon marché pour qu'un pari sur 2030 garde un sens aujourd'hui ? La technologie peut être éblouissante et son financement intenable au même instant, ce sont deux choses séparées et on les confond presque toujours. Alors, à la prochaine annonce d'investissement à coût de centaines de milliards, ajoutez un réflexe. Ne demandez pas seulement ce que la machine sait faire. Demandez-vous à quel taux cet avenir-là est escompté. Parce que c'est ce chiffre discret, bien plus qu'un score de référence, qui dira si le grand chantier de l'IA était une cathédrale bâtie pour durer ou un viaduc lancé au-dessus du vide. Vous écoutiez Taux d'intérêt et IA, le build-out à l'épreuve. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.